Bonjour à tous. Donc, bienvenue sur le webinaire du cabinet d'avocats TBA, Maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris. Et aujourd'hui, on va parler dans la série du contrôle fiscal des particuliers de la prescription. Alors, c'est un élément important, la prescription, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'objectif n'est pas de créer une faute auprès de l'administration fiscale, mais d'établir des règles pour que on ne puisse pas être constamment vérifié et sur une durée indéterminée. La prescription existe dans toutes les matières du droit et les seules exceptions sont extrêmement réglementées et concernent notamment les crimes contre l'humanité ou des cas extrêmement particuliers. Donc, nous, on est en fiscalité, c'est un peu plus joyeux, on parle principalement d'argent et donc on va vous expliquer, je vais vous présenter aujourd'hui comment fonctionne la prescription. Alors, d'ailleurs, sur le terme, souvent on parle de prescription. Nous, on aime bien, avec l'administration fiscale, de parler de droit de reprise. C'est-à-dire, c'est la faculté pour l'administration fiscale d'aller redresser des années et donc d'aller rectifier une déclaration sur le délai de reprise. Alors, le délai de reprise, les dispositions sont fixées par le livre des procédures fiscales et notamment l'article L 169. Le principe de base, et là on parle en matière d'impôt direct, impôt sur le revenu, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Donc c'est d'ailleurs souvent pour la raison pour laquelle on parle de 3 ans plus l'année en cours. Attention, lorsqu'on va avoir, notamment à l'impôt sur le revenu, une activité professionnelle, mais avec un exercice décalé, ça veut dire qu'on va pouvoir aller vérifier une année de plus parce que on aura une période de 6 mois qui sera dans le délai de prescription de reprise et on va tenir compte donc du terme de l'année et pas du début. Alors en pratique, le délai de prescription il peut être interrompu et c'est d'ailleurs l'objectif, c'est d'interrompre le délai pour pouvoir créer un autre délai. Donc, on va imaginer que vous déclarez vos impôts normalement, régime déclaratif en France, on en a déjà parlé lors des précédents webinaires sur le contrôle fiscal personnel. Et puis, un jour, vous recevez une proposition de rectification. Cette proposition va arrêter la prescription. Et donc, le premier élément que l'administration regarde, mais aussi l'avocat fiscaliste, c'est est-ce que l'administration avait le droit de notifier une proposition de rectification. Soit elle va se trouver dans le délai de reprise de 3 ans plus l'année en cours, il n'y a pas de difficulté, soit elle vient beaucoup plus tard, et là, il va falloir essayer de comprendre pourquoi elle vient, éventuellement l'interroger, et même le contester. La base, c'est que c'est la notification qui arrête la proposition de rectification. Et ça, c'est très important parce qu'on va imaginer que vous ayez un contrôle fiscal. Si le contrôle fiscal dure et que passe le 31 décembre, par exemple, 2023, vous aurez une année de prescription, normalement, qui sera imputée et sur lequel l'administration ne pourra plus revenir. D'ailleurs, en pratique, l'administration, elle procède comment? Souvent, elle vérifie sur 2 exercices, rarement 3. Donc, la prescription ne s'applique pas obligatoirement. Mais si la prescription arrive, elle va uniquement notifier la première année et puis elle va laisser passer le délai de janvier ou février et là, elle viendra notifier les autres années. Donc, il faut faire attention au principe. Le délai de prescription peut être interrompu principalement par la notification d'une proposition de rectification. Après, on va avoir des éléments qui sont liés à d'autres activités, par exemple des actes interruptifs d'instance liés à une procédure civile ou pénale. Le fait qu'on reconnaisse une responsabilité, ça peut aussi interrompre une prescription. Puis on a des différents types de procès-verbaux qui peuvent être utilisés pour interrompre la prescription. Là, on parlait
à ce niveau-là, lorsqu'on parle du délai de reprise, c'est le délai dans lequel l'administration va pouvoir vous notifier donc un redressement. Mais il y a aussi un délai de reprise et donc une prescription en termes de recouvrement. C'est-à-dire que l'administration va avoir, en termes de recouvrement, un délai de 4 ans pour mettre les sommes en recouvrement. Si elle ne le fait pas, elle aura perdu le droit de le faire. Alors, il faut bien comprendre que là, pour le coup, il peut y avoir différents actes interruptifs de prescription. Souvent, on vient me voir et on m'explique, voilà, j'ai déposé une réclamation, l'administration n'a pas répondu ou a fait telle et telle chose pendant 4 ans, donc je ne dois plus rien. Et là, j'explique, attention, si vous avez donné des garanties, il faut regarder, il faut voir que ça a stoppé la prescription, notamment lorsqu'on dépose une réclamation. Pour ne pas avoir à payer les sommes, on doit pouvoir donner des garanties à l'administration fiscale. Donc, la matière est un peu perplexe. Il faut savoir que l'administration, autant elle peut avoir des erreurs sur le délai de reprise classique qu'on vient de voir, sur le recouvrement, c'est quand même beaucoup plus rare. En 25 ans de métier, moi j'ai connu une affaire où effectivement l'administration, on a tellement discuté pendant longtemps que à un mois après, il y a une erreur sur la prescription et sur le recouvrement, et donc ils ont recouvré trop tard. Et l'administration a reconnu effectivement qu'elle ne pouvait plus demander l'argent aux contribuables, quels que soient les motifs et les raisons des demandes. Donc là, on a vu les règles de base en matière de prescription. Je parle de base en impôt sur le revenu, hein. On a beaucoup moins d'intérêt à regarder les impôts locaux, ces autres impôts, sachant qu'en matière d'impôts locaux, on est souvent sur une prescription de 2 ans et pas de 3 ans plus l'année en cours. Je souhaiterais à présent qu'on parle de la prescription, puisqu'on est dans le contrôle fiscal personnel, sur les droits d'enregistrement et l'impôt sur la fortune immobilière. Alors d'abord, pourquoi on parle des deux en même temps? Parce qu'il faut se rappeler que l'impôt sur la fortune immobilière est considéré comme un droit d'enregistrement et rentre dans la catégorie des droits d'enregistrement. Donc, il va suivre le même principe que les droits d'enregistrement. Alors, un principe beaucoup plus complexe qu'en matière d'impôt sur le revenu. Pourquoi? Parce qu'on a le délai de reprise, alors qu'on appelle souvent le délai de reprise abrégé, qui est jusqu'à la 3e année suivant celle de l'enregistrement ou de la déclaration de l'acte qui doit être soumis à l'enregistrement. Donc, ça signifie quoi quand je vous dis ça? Ça signifie que si l'acte ne fait pas l'objet d'un enregistrement, vous n'avez jamais de prescription qui court. Et notamment en termes de donation, il faut savoir que si une donation n'est pas déclarée, même 15 ou 20 ans après, l'administration qui en aurait connaissance pourrait être amenée à la taxer. En matière d'impôt sur la fortune, on est donc également à l'expiration de la 3e année. Néanmoins, il y a un grand principe qui va recouvrir des exceptions très, très différentes et des cas très particuliers, c'est que ce délai de 3 ans n'est opposable à l'administration. Donc, en cas d'absence de déclaration ou d'acte, on vient de le voir, mais aussi lorsqu'il est nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Alors, cette expression est extrêmement large. C'est quoi? Ça veut dire notamment que dans votre déclaration d'impôt sur la fortune, il faut pouvoir remplir le maximum d'informations parce que l'administration utilisera l'absence de certaines données en disant « je n'avais pas les éléments pour vérifier », alors notamment la superficie, et donc je considère que la prescription n'est pas de 3 ans, mais va être de 6 années. Donc, il faut à chaque fois se poser la question, et c'est vrai qu'on est à chaque fois dans des cas qui sont souvent très différents les uns des autres, de savoir est-ce que l'administration qui a choisi la prescription de 6 ans, est-ce qu'on ne peut pas lui opposer la prescription de 3 ans en indiquant qu'elle avait toutes les informations
tous les éléments pour pouvoir analyser l'acte ou être pris en défaut et subir la déclaration de 6 ans. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque nous, on intervient sur des déclarations de succession, et notamment sur des parties ayant des incidences fiscales importantes, on exige du notaire, qui ne le fait pas spontanément, vraiment de donner un maximum d'éléments. C'est aussi la raison pour laquelle on utilise souvent la notion de la mention express dans des actes pour aller donner des éléments d'information à l'administration pour être entièrement transparent ou le plus transparent possible, parce que des fois, on ne peut pas être entièrement transparent, pour donner les informations. Et c'est pour ça, notamment en matière d'impôt sur la fortune immobilière, lorsque l'on récupère des dossiers, souvent, j'explique à mes clients que je préfère qu'ils déposent des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière avec des valeurs contestables plutôt que de rien déposer. Parce que la personne qui dépose une déclaration complète avec un montant même diminué, puisqu'on va dire, on va être honnête, en France, le sport, y compris chez les hommes politiques, puisqu'on l'a vu fréquemment, c'est de baisser la valeur des biens immobiliers qui sont dans l'impôt sur la fortune immobilière. Il faut mieux déposer une déclaration, se voir opposer la prescription de 3 ans, plutôt que de rien déposer et avoir une prescription de 6 ans. Parce qu'à l'impôt sur la fortune, 6 ans plus d'éventuelles pénalités, on va dire qu'à moins de 25 000 euros, ça va être compliqué. C'est-à-dire que c'est quasiment impossible si vous êtes sur les 6 années à l'impôt sur la fortune immobilière, le redressement sera au minimum de 25 000 euros. Donc, faire très attention à ces notions-là en matière de droit d'enregistrement. Donc, c'est principalement soit des actes de cession, mais là, il n'y a pas tellement de problème, soit des actes de donation, succession, et puis l'impôt sur la fortune immobilière, compléter les informations. D'ailleurs, c'est souvent la grande différence entre l'ISF et l'IFI version Emmanuel Macron, c'est qu'on a dans l'IFI d'Emmanuel Macron un certain nombre de détails qui n'étaient pas demandés auparavant. Donc voilà sur les éléments de prescription à connaître, à utiliser dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière et des droits d'enregistrement. Et puis, on va arriver maintenant au cas, on va dire, un peu d'exception, c'est-à-dire les cas d'extension du délai. On a bien vu, le principe, c'est 3 ans plus l'année en cours. En matière d'enregistrement, on peut monter à 6 ans parce qu'on n'aurait pas donné suffisamment d'éléments. Et puis, on va voir que dans certains cas, on a un curseur qui, d'un seul coup, va monter à 10 ans. Et c'est amusant parce que souvent, lorsqu'on est sur ces sujets-là, les clients nous appellent, alors même des fois les experts comptables, pour nous dire, mais au fait, vous êtes certain que vous n'êtes pas trompé parce que nous, on considère que la prescription, c'est de 3 ans. Ben non, et vous allez voir pourquoi. Alors, premier cas d'exercice de la durée de 10 ans et donc de l'extension à 10 ans, c'est l'exercice d'une activité occulte. Alors, on parle souvent d'activité professionnelle, cas typique. Vous avez une activité professionnelle que vous connaissez comme étant professionnelle, ou que vous allez découvrir lors d'un contrôle fiscal. Et donc, si vous n'êtes pas immatriculé, si vous ne déposez pas de déclaration, l'administration va indiquer que cette activité est occulte. Et si elle est occulte, elle va pouvoir revenir en arrière sur un délai de 10 ans. Après, alors, on a des cas particuliers. On vous a notamment mis une jurisprudence de 2018 que l'on a déjà utilisée. C'est que le contribuable peut faire échec au délai spécial de reprise de 10 ans pour une activité occulte s'il montre qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit pas quitté de ses deux obligations déclaratives. Mais ça reste quand même très compliqué de le prouver.
parce que par définition, si vous êtes dans une activité qui doit donner lieu à déclaration, c'est que c'est une activité professionnelle. Alors, on le voit sous un angle fiscal et, on va dire, pénal pour toute activité liée aux stupéfiants, à la prostitution, puisque l'administration, c'est les mécanismes qu'elle utilise. Mais pas uniquement, on a des personnes qui ont des activités de conseil qui sont non déclarées, avec une certaine répétitivité, puisque c'est ça aussi qui va permettre de mettre en avant une activité professionnelle occulte, et donc on assistera à une taxation sur 10 ans. C'est un élément important, c'est vraiment lié à des cas plutôt particuliers. Et puis, on a un deuxième cas, lorsque on ne respecte pas certaines obligations déclaratives. Alors, les obligations déclaratives, je vous explique, elles sont au nombre de 3, alors bientôt 4, parce qu'on a une jurisprudence du Conseil d'État qui vient de sortir, c'est déclarer d'abord des comptes à l'étranger, déclarer des contrats d'assurance vie à l'étranger, déclarer l'existence d'un trust ou l'existence de structures dans un pays à régime fiscal privilégié. Puis on va avoir un nouveau cas qui est celui de comptes bancaires de sociétés détenus à l'étranger, puisque depuis maintenant 3 semaines, on a une jurisprudence du Conseil d'État qui explique que même lorsqu'on a une société dans le cadre d'une activité professionnelle, on peut être redevable d'indiquer dans une 3916 l'existence d'un compte bancaire. Alors aujourd'hui, quand on voit le formulaire 3916, je ne vois pas comment on aurait pu le remplir, mais comme le formulaire 3916 a quasiment triplé de volume depuis qu'il existe et par rapport à la dernière mouture qui était celle de 2000, de l'impôt sur le revenu de 2021, on pense qu'on va bientôt arriver à 10 pages si ça continue pour pouvoir remplir un tel document. Mais je vous rassure, on nous a promis de simplifier la fiscalité, donc ça devrait être beaucoup plus simple. Concernant les comptes bancaires à l'étranger, il est extrêmement important de comprendre que le principe, c'est que si vous avez des comptes, vous allez avoir un délai de prescription qui monte à 10 ans. Néanmoins, la jurisprudence va plus loin parce que la jurisprudence, elle ne parle pas uniquement de comptes, mais d'avoirs situés à l'étranger. C'est quoi des avoirs? C'est aussi bien des titres de société qui n'ont pas été déclarés. Donc, on a une notion très large. On peut être soumis à cette obligation de déclaration et donc de contrôle pendant une durée de 10 ans, même si on a eu un compte bancaire qui n'a eu une durée de vie que de 2 ou 3 ans, mais qu'en contrepartie, on a par exemple acheté des biens immobiliers. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans un certain nombre de vérifications liées à l'échange automatique de données bancaires, c'est-à-dire que l'administration ne se contente pas de regarder l'existence d'un compte bancaire, mais de n'importe quel avoir pour pouvoir aller ratisser sur 10 ans. Alors, pourquoi 10 ans et pourquoi pas plus? On sait qu'en matière de fraude fiscale, donc au pénal, l'administration peut aller chercher une durée, alors même le juge peut aller chercher une durée plus longue que 10 ans. Pourquoi en fiscalité on se limite à 10 ans? Parce que tout simplement, au sein des pays de l'OCDE, les établissements bancaires ont l'obligation de conserver les informations sur 10 ans. Et que si vous ne pouvez pas accéder à des données bancaires, il ne sert à rien d'aller contrôler quelqu'un parce que vous n'aurez pas de base pour aller notifier. Donc, chaque 31 décembre, on fait tomber une année, c'est la base du délai de reprise. Et donc, par rapport à ces aimants-là, il faut bien veiller à la déclaration et se dire que si on n'a pas déclaré un compte bancaire, on va devoir remonter sur une dizaine d'années. C'est vraiment le cas extrêmement classique. Alors, la seule exception concerne le fait des petites sommes, et notamment lorsque les soldes n'ont pas excédé 50 000 euros.
Mais je vous rassure ou pas, même lorsque c'est inférieur à 50 000 euros, l'administration ou souvent les banques bloquent. Et donc, du coup, on est un peu contraint de faire ce qu'on appelait avant, entre guillemets, une régularisation et qui est aujourd'hui plutôt sous le biais du droit à l'erreur en avocat spontanément qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas appliqué la bonne règle fiscale. Donc, sur les cas d'extension de prescription, premier principe, les activités occultes. Deuxième catégorie, le non-respect d'obligations déclaratives. Et notamment, c'est tout ce qui est lié à l'étranger, sachant qu'à l'étranger, l'élément quand même le plus détesté et détestable pour un fiscaliste et pour une administration fiscale française, c'est le trust. Le trust est sûrement le gros mot le plus utilisé en fiscalité française parce que ces notions-là nous sont totalement étrangères et surtout à notre droit civil. Et donc, le trust se voit du côté de la France comme un outil de fraude fiscale. Donc, par exemple, l'amende pour non-déclaration de compte bancaire est de 1 500 euros par an. Pour un trust, c'est 20 000 euros par an. Donc, vous voyez l'état et la différence de traitement. Voilà, donc je synthétise. Principe 3 ans plus l'année en cours en matière d'impôt direct, en matière de droit d'enregistrement et DIFI 3 ans, 6 ans si l'administration n'a pas été en capacité d'aller vérifier les éléments et donc n'a pas eu d'éléments d'information suffisants. Et puis, on passe à 10 ans lorsqu'on a exercé une activité occulte ou lorsqu'on n'a pas respecté un certain nombre d'obligations déclaratives qui se trouvent souvent dans la déclaration d'impôt sur le revenu. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire, puis je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Bonne journée à tous, au revoir.